Merci de votre fidélité au programme de Renouveau TV. Bienvenue dans votre émission Regard croisé. Trois dossiers au rôle ce soir. Le premier, affaire Securiport des anciens ministres d'Ibeka en prison. Dossier Air France, le DG de l'ANAC limogé et dossier Baftar Akidal, le ministre Diop accuse l'aménagement. Autant de sujets qui vont essentiellement occuper nos regards ce soir. Pour les aborder. Nos invités, ils sont quatre. Le premier, monsieur Cheikhoumar Soumano, il est coordinateur du baromètre, président de l'organisation des jeunes patrons du Mali. Monsieur Soumano, merci d'être autour de ce plateau. Bonsoir Barou, bonsoir aux téléspectateurs du Mali et d'ailleurs de Renouveau. Bonsoir à mes co-débatteurs, c'est toujours un plaisir pour moi d'être sur ce plateau. Deuxième invité, monsieur Hassan Sey, il est juriste. Monsieur Sey, qui signe son grand retour autour de ce plateau. Monsieur Sey, merci d'être là. Bonsoir et merci pour l'invitation, c'est toujours un plaisir. C'était quand même perdu. Ça faisait un moment quand même. Troisième invité, notre officier d'état civil maison. Il s'agit de M. Abdallah Yatara du parti Yelema et conseiller communal au niveau de la commune 4 du district de Bamako. Monsieur le maire, merci d'être là. Merci à Barou, merci à Renouveau pour l'invitation. Plaisir partagé. Pour en tout cas superviser les données intellectuelles et universitaires autour de ce plateau, nous avons un universitaire, le professeur Abdul Karim Djamountine. Il est professeur de gestion au niveau de l'Université des sciences économiques et de gestion de Bamako, FSEC, n'est-ce pas, professeur? Merci d'être là. Bonsoir, merci à vous et merci aux téléspectateurs et également aux co-débatteurs. C'est tout un plaisir d'être toujours avec vous. Merci. En tout cas, bienvenue à toutes et à tous dans l'émission Regard croisé. Je l'annonçais, le général Salif Traoré, ex-ministre de la Sécurité et de la Protection civile, ainsi que M. Aruna Modibo Touré, ex-ministre de la Communication et de l'économie numérique, tous sous le régime Ibeka, viennent d'être mis sous mandat de dépôt dans l'affaire dite Securiport. Ils sont donc envoyés en prison selon certaines sources judiciaires pour faux et usage de faux et trafic d'influence. Monsieur le maire, quel regard vous portez déjà sur ces arrestations en cascade qu'on enregistre autour de ces dossiers dits Securiport? En fait, Securiport rentre en droite ligne des recommandations des assises nationales de la refondation et de lutte contre la corruption. Et ça rentre aussi en droite ligne du président de la République qui, lors de son discours au 31 décembre, au 22 septembre plutôt, a demandé encore la lutte contre la corruption. Et effectivement, Securiport rentre en droite ligne de ces deux-là, mais je l'ai toujours dit, être interpellé ou être mis sous mandat de dépôt ne vous dit forcément pas qu'on est coupable. Donc il faut laisser la justice faire son travail et la justice les blanchira ou les mettra va les mettre aussi en cause. Donc on attend. Procès des anciens ministres du régime Ibeka aux arrêts dans l'affaire Securiport. Je crois qu'à la suite de M. le maire, vous savez, c'est que lors des différentes révolutions qui ont conduit à ce que Ibeka parte, il y avait un reproche qui était au cœur, c'est que c'était la gouvernance et donc l'impunité. Je crois que donc avec les assises qui ont demandé à ce qu'il y ait un assainissement, n'est-ce pas, de l'environnement, il faut s'attendre à ce que, il fallait s'attendre à ça. Et je crois que ce n'est pas le premier dossier, même autour des équipements militaires. Vous avez eu beaucoup d'arrestations et beaucoup d'interpellations au niveau des services financiers, beaucoup. Je crois que ce n'est que la suite logique d'un processus qui a démarré récemment, qui consiste à assainir un peu, n'est-ce pas, la gestion, n'est-ce pas, des administrations. Donc on pouvait s'attendre à ça. Maintenant, la question c'était par où ça allait commencer. N'est-ce pas, cette fois-ci, c'est au niveau de l'aéroport, Securiport, etc. Bon, la question maintenant, demain, bon, c'est là. Mais toujours est-il que ça ne va pas s'arrêter maintenant. Monsieur C, vous êtes juriste. Quel regard vous portez déjà sur ces dossiers? Bon, sur le regard de juriste, je vous dirais que on va laisser la justice faire son travail. Parce que pour l'instant, on ne sait pas exactement tout ce qui se passe.
Mais sur ce même regard de juriste, on peut se poser un certain nombre de questions, même si on comprend la démarche. Parce que si c'est des choses qui leur sont reprochées dans leur cadre et qu'ils étaient ministres à l'époque, on sait que normalement c'est la haute cour de justice qui s'occupe de ça. Mais on pourra dire aussi qu'il y a eu des cas avant eux, notamment le cas de Feu Boubé Maïga ou le cas de la ministre Fili qui est encore aujourd'hui détenue. Donc on va voir, on va suivre, en espérant qu'on aura une issue rapide, c'est-à-dire qu'on ne se retrouve pas à des années sans qu'on sache exactement ce qui s'est passé. Et une fois qu'on a cette décision-là, on en tirera les conséquences de droit, tout simplement. Mais pour l'instant, je préfère avoir un peu de réserve parce que c'est un dossier que je ne connais pas beaucoup. Je n'ai pas les éléments, je ne sais pas ce qu'il aurait reproché exactement par rapport à Securiport. Donc je préfère voir comment ça va évoluer d'abord au fur et à mesure. Monsieur Soumano, le dossier Securiport à peine ouvert a déjà emporté 2 ministres. Oui, d'accord, déjà je vais adopter la même posture que mon prédécesseur. N'ayant pas tous les éléments, je vais aussi adopter la posture de réserve. Mais qu'à cela ne tienne, ce qui m'intéresse, c'est que déjà la justice, on va tous espérer, la justice va faire son travail bien entendu. Moi j'ai pas tous les éléments, mais ce qui m'a un peu, je vais relever un fait ici qui est important, c'est que le ministre Touré, quand même, je salue son courage parce qu'il n'était pas au pays, il est venu répondre, il pouvait ne pas venir. Et ça, c'est un fait qu'il faut relever, il faut saluer. Et encore une fois, jusque-là, même s'ils sont en prison pour la détention préventive, toujours est-il qu'il y a aussi un principe qui joue en leur faveur, qui est la présomption d'innocence, qui a été tantôt souligné par M. Yatara. Et donc, ce qui est important déjà, je dirais que ce cas de M. Touré, quand même, moi, je reviens là-dessus en disant que, en fait, le fait qu'il soit revenu au pays répondre, ça m'a particulièrement touché. Et je le connais en tant que ministre, je sais que c'est un monsieur d'une grande valeur. Et en espérant que quand le dossier sera, tous les éléments seront réunis, qu'on va assister à la fin, justement. Vous avez finalement choisi votre camp, on a cité 2 ministres. Non, je n'ai pas cité. Je n'ai pas choisi de camp, j'ai dit, il a quand même été ministre de la Jeunesse. Donc, n'oubliez pas que je suis président de l'organisation des jeunes patrons. Donc, j'ai eu la chance de travailler avec lui quand il était ministère de la Jeunesse. Donc, c'est pour là que j'ai dit, M. Salif, je l'apprécie également. D'accord. Voilà. Heureusement, hein. Voilà, je l'apprécie. Et aussi militaire, il sera à la justice, mais aujourd'hui, il a gardé au profit bas. Donc, tout ça, ça veut dire que c'est notre justice qui est en train de gagner. Parce qu'au moins, les Maliens font confiance à leur justice. Contrairement à certaines informations qui avaient été distillées ça et là courant cette semaine, Air France ne reprendra pas finalement sa desserte de la ligne Bamako. La décision du DG de l'ANAC a été finalement annulée car elle aurait été en tout cas donnée sans l'accord de la hiérarchie. Monsieur le maire, Air France devra encore attendre. Oui. Attendre, moi je crois que comme on le dit, c'est un peu bicirépétiteur. En fait, la France croit toujours que le Mali est une république bananière. Non, M. Macron, la France, le Mali n'est pas une république bananière. En fait, il faut d'abord comprendre un peu la jeunesse rapidement. C'est que le 7 août 2023, la France unilatéralement a décidé de suspendre les vols d'Air France en destination de 3 pays, le Mali, le Niger, le Burkina Faso. Et c'est là au motif que la géopolitique a changé et au motif aussi que le djihadisme sévit dans la zone aussi et la violence aussi due au double coup d'État au Mali, due au coup d'État au Niger et au Burkina Faso. Et par ces motifs, elle a décidé unilatéralement de suspendre le vol d'Air France en direction de ces 3 pays-là. Et le Mali, dans sa réponse aussi, a décidé d'annuler l'autorisation d'Air France. Et je crois que le temps faisant son chemin, Air France a compris peut-être que les Maliens rapidement sont très ingénieux. Oui, mais nous savons que Air France avait adressé une demande de reprise en bonne et due forme. Aux autorités maliennes. En bonne et due forme. Mais en réalité, en bonne et due forme, c'était le directeur de l'ANAC a donné son OK. Mais en réalité, est-ce qu'il a osé donner son OK comme ça sans avoir l'aval de la hiérarchie? Moi, je ne pense pas. Peut-être que c'est le bouc émissaire qu'il fallait trouver. C'est peut-être la fusible qu'il faut sauter. Mais je ne pense pas qu'à son niveau-là,
et compte tenu du contexte politique, il puisse donner quitus comme ça à Air France de reprendre ses vols. Mais je crois que non. Le DG a été sacrifié selon vous? Seulement, il a été sacrifié. Il n'ose pas en ces temps-ci de donner son OK pour la reprise des vols sans pour autant passer par la hiérarchie. Je ne pense pas. C'est peut-être la fusible qu'il fallait sauter, le maillon faible de la chaîne à mon avis. Et je crois que wait and see. Professeur, est-ce que ce dossier Air France ne révèle pas un certain, si vous voulez, une certaine cacophonie au sommet de l'État? Bon, il y a deux éléments. Un DG qui donne son accord, oui, la hiérarchie qui fait un communiqué contraire. Il y a deux éléments qu'il faut essayer de mettre en exergue. Le premier élément, d'abord, c'est un problème de communication éventuelle entre les différents niveaux au niveau de l'administration. Vous savez, le poste de directeur, c'est un poste qui est à cheval entre l'aspect technique et le politique. Vous comprenez? C'est-à-dire le directeur, il est le directeur de la partie technique. Vous comprenez? Une décision, quand elle doit être prise politiquement, il faut qu'elle s'adore sur des argumentaires techniques. Et dès lors qu'un technique fait ce travail, maintenant, la prise de décision, elle est politique. Donc, même si la demande a été adressée et que éventuellement les aspects techniques... Donc, concrètement, il ne revenait pas au directeur de donner son accord à Air France? Le directeur ne peut pas donner son accord sans le caution, l'aval politique, parce que nous sommes... Visiblement, c'est ce qui s'est passé. Apparemment, les communications, quand on regarde un peu le fait qu'il y ait été limogé, on a l'impression qu'il n'y a pas eu cette interaction entre le niveau technique qui est le directeur et le niveau politique qui est le ministre, les différents ministères. Parce que vous savez, nous sommes dans un contexte particulier. Il y a une situation, une crise politique qui entre les deux pays. Vous comprenez? Et donc, toutes les décisions, quel que soit leur niveau, devraient tenir compte du contexte politique global. Vous comprenez? Le politique prime sur l'aspect technique parce que la technique est au service du politique. Et donc, si le directeur, peut-être après avoir reçu cette demande-là auquel vous faites allusion, répond techniquement en tenant compte de la faisabilité technique et donne son quitus sans l'aval politique, parce qu'il y a la réputation du Mali, des autorités et un certain nombre d'éléments qui rentrent en ligne de compte. Si cela n'a pas été fait, donc le directeur a péché. Donc dans ce cas, on dirait qu'il y a un déficit de communication. Le directeur a failli à sa mission de concertation de sa hiérarchie avant de prendre une décision aussi sensible que cette décision. Maintenant, il peut souvent arriver aussi que le directeur ait consulté sa hiérarchie et que la décision a été prise. Mais maintenant, après, quand ils ont vu les effets de cette décision, maintenant il faut trouver un bouc émissaire. Et donc dans ce cas, le directeur devient national. Sinon, on a vu quand même c'est Air France qui a annoncé la reprise en premier. Oui, et encore ce qui est un peu gauche de la part. Vous savez, il faut essayer d'analyser un peu la stratégie de communication de notre partenaire stratégique, la France, ces dernières années. Vous savez, il y a certaines décisions, lorsqu'elles sont prises, il ne faut pas prendre le devant pour annoncer. Peut-être que cette décision, si elle avait été annoncée par l'autorité malienne, peut-être elle n'aurait pas eu la même conséquence que le fait que la France elle-même décide par elle de dire le jour, la procédure, comment ça se ferait. Donc c'est comme si le Mali avait été comme un vassal toujours, n'avait pas eu de rôle important à jouer dans cette affaire-là. Donc je crois que même s'il y a eu des problèmes au niveau de la prise de décision, la communication au niveau de la France aussi, n'est-ce pas, a été mal faite. C'est qui a envenimé cette situation. Mais comme on l'a dit, la véracité de cette situation, personne de nous ne la maîtrise. C'est mieux que le directeur qui a sauté et les éléments politiques, si vraiment il y a une véritable concertation autour. Monsieur C, le DG de l'ANAC, fautif ou sacrifié ou bouc émissaire? Bon, moi je le vois pas comme ça. Je le vois pas comme ça, pourquoi? Parce que lorsque Air France, comme il l'a dit, le 7 août, ils ont décidé d'arrêter leur vol, c'était une décision géopolitique. Donc ils se sont rangés dans une catégorie qui n'est plus une catégorie uniquement économique. Ils ont décidé de jouer le jeu politique. Et ce n'était pas la première fois. Donc l'État a décidé, comme c'était une décision unilatérale, cette fois-ci, on va les maintenir plus longtemps que prévu. Ça ne va pas être au bout d'1 mois, on reprend nos vols, parce que c'est eux qui perdent de l'argent, il y a d'autres compagnies qui vont en France. C'est ce qui s'est passé. Bon, maintenant, il y a une compagnie, parce que Air France a fait un communiqué effectivement, qui est Euro-Atlantic Airways, qui est une compagnie portugaise avec des Boeing, etc., qui devait normalement commencer à partir du 13 octobre. Donc, est-ce que le directeur a envoyé une demande dans ce sens-là? Certainement. Et si jamais cette demande a été reçue, si c'est Euro-Atlantic Airways avec des Boeing qui veut faire des vols, peut-être que l'autorisation a même été donnée. C'est pas impossible. Mais maintenant, une fois que Air France sort derrière pour dire Euro-Atlantic Airways, c'est nous, on reprend le vol le 13 octobre.
Et d'ailleurs, ça sera les mêmes conditions de vol et le même confort qu'avec Air France. À un moment donné, ils ont dit que ça sera le même personnel. Après, ils ont dit que ça ne sera plus le même personnel parce qu'on considère que la zone est toujours en zone rouge. Bon, c'est comme si c'est le Mali qui était en train de demander à Air France, s'il vous plaît, revenez, alors que ce n'est pas ça. Donc, à ce moment-là, l'État est obligé d'agir. Maintenant, moi, je ne vais pas dire que c'était infusible. Il a pris une décision et eux, ils sont certains qu'ils savaient que Air France était dans cette affaire-là. Mais si on suit votre développement, on a l'impression que le DG a été sacrifié. Sacrifié, non. C'est ce que je dis. Si le DG transmet une demande au nom de Euro-Atlantic Airways, pas de Air France, et que l'État accepte, et que lui, il prenne une décision à la suite de ça, mais lui, il sait que c'est Air France, c'est lui le fautif. On le limoge. Monsieur Soumano, ce dossier, quand même, tient les Maliens en haleine depuis un certain jour. Oui, bien sûr. Vous savez, c'est typiquement un cas d'un problème de diplomatie des affaires, comme je l'ai dit, parce que c'est une compagnie privée, quand bien même de battant pavillon français, mais qui aujourd'hui fait les frais des crises diplomatiques entre le Mali et la France. Maintenant, pour revenir au cas d'éventuels... Vous allez parler dans le micro? Oui, donc je disais que c'est un cas typique d'un problème de diplomatie des affaires parce que ça met en lien une compagnie privée battant pavillon d'un pays qui a une crise diplomatique dans notre pays qui est le Mali. Maintenant, pour revenir en analyse du fait que est-ce que le DG Koné serait le fusible. Alors déjà, première des choses, moi, d'abord je veux lui souhaiter plein succès pour les futures missions qu'on va lui confier éventuellement. Mais c'est un monsieur que j'ai connu aussi. Je le connais très compétent, très patriote. Maintenant, est-ce qu'il a été sacrifié ou pas? Bon, là, on n'a pas tous les détails. Vous militez pour quelle thèse? Non, moi je suis en train de comprendre. Parce que ce qu'il y a, c'est important. Déjà, c'est vrai. La première des choses, la première question plutôt que moi je me suis posée, est-ce qu'il avait les compétences de signer la lettre d'autorisation? C'était ça la première question. Et pour répondre à cette question, j'ai interrogé quel acte a suspendu quand France voulait reprendre après le 7. C'est justement sa lettre. C'est lui qui a répondu à France en disant que non, vous ne pouvez pas reprendre parce qu'il y a XX raisons. Et ensuite, j'ai vu d'autres lettres où il avait effectivement le 9 octobre donné l'accord de reprise, mais il est revenu sur cette décision à travers une autre lettre qui a visé d'ailleurs le contenu de l'ancienne lettre. Donc de mon point de vue, sur le plan technique, compétence, de mon point de vue, je crois qu'il avait les compétences. Mais on dit qu'il n'y a pas eu de concertation avec la hiérarchie. Alors, à ce niveau-là, moi, je ne peux pas trop m'aventurer et dire que cela, il a tort, il n'a pas raison, mais la hiérarchie a pris sa décision, on va s'aligner sur cette décision-là. Mais moi, ce que je peux dire pour avoir pratiqué l'homme, je sais que c'est un monsieur d'une grande valeur, et peut-être l'erreur est humaine, l'erreur peut arriver, et bon, il n'a qu'à tirer les leçons de cette erreur au qu'on avance. Et moi, je pense que tôt ou tard, il faut que cette question soit réglée définitivement, parce qu'on dit encore que le dossier est en examen, et à un moment donné, une décision finale sera prise. Soit on va décider d'annuler carrément l'autorisation d'exploitation de la France, ou alors on va revenir là-dessus. En tous les cas, il y aura une décision qui sera prise. Monsieur le maire, le dossier a été ajourné pour examen complémentaire. Quel sort finalement sera réservé à Air France au Mali? On dit que le dossier est dans le circuit, que c'est en cours de traitement, que ce n'est pas encore fini. Mais je l'ai dit, ce dossier, c'est un dossier politique. Ça n'a rien de technique. En réalité, les conditions dans lesquelles l'autorisation a été annulée pour Air France, c'est dans un contexte politique que ça a été annulé. Et le dossier doit être traité politiquement et non techniquement. Tout le monde sait qu'il n'y a rien de technique dans ces dossiers, c'est tout simplement une question de politique et de non-respect des procédures. Le Mali juge que les procédures en la matière n'ont pas été respectées par la France, les partenaires n'ont pas été avisés et la France a pris unilatéralement la décision au regard du contexte politique entre les deux pays. C'est un dossier qui doit être traité politiquement et je sais que le colonel connaît, officier qu'il est, ne va pas se hasarder à traiter ce dossier techniquement. Il doit forcément avoir l'aval du politique pour pouvoir le faire. Peut-être qu'il a eu l'aval du politique, peut-être qu'après l'annonce, les effets qui ont été par-ci, par-là ont dû jouer peut-être la décision finale, à pouvoir sursoir à la décision. Je crois que c'est juste ça. Je dis encore et je le répète, c'est monsieur
est peut-être le maillon faible de la chaîne. Ça me rappelle un peu lorsque le Mali était en retard de paiement aux Nations Unies. On a relevé le directeur national des trésors, mais en réalité, ce n'est pas lui qui était fautif. Et après, 3 mois après, on l'a nommé ministre. Voilà, donc chaque fois. Vous souhaitez le même sort je souhaite toujours le meilleur pour quelqu'un que même si je ne le connais pas, je souhaite toujours le meilleur pour une personne. Et je sais qu'il va être rétabli peut-être à une autre fonction. Professeur, vous avez une dernière lecture là-dessus? Bon, la dernière lecture, je m'associe pour dire que le dossier il est éminemment politique et quel sort sera donné à cette affaire. Surtout, il était porté par le ministre des Affaires étrangères du Mali. Oui, il était porté par le ministre des Affaires étrangères. Donc il était géré à un niveau plus élevé. Oui, je dis encore, cette affaire-là, c'est éminemment stratégique et comme il a donné dans un contexte géopolitique nouveau, un contexte nouveau géopolitique. Et actuellement, tout est en train d'être revu au niveau du Mali. Même les partenaires, les alliances, les différentes stratégies en matière de développement, etc. Et donc, on ne peut rien dire concernant l'avenir de cette situation-là. Tout dépendra de l'évolution des nouveaux partenariats que le Mali est en train de sceller avec d'autres partenaires nouveaux, éventuellement de leur importance pour le Mali. Pour vous conforter, en filigrane de cette suspension ou annulation, on entend la création imminente d'une société, d'une compagnie aérienne malienne déjà. Est-ce que cela a pu peut-être jouer dans le cas d'espèce? Oui, on n'est pas trop dans le secret des dieux, mais ce que je sais, c'est qu'il y a beaucoup d'initiatives qui sont en gestation, oui. à presque tous les niveaux. Parce qu'aujourd'hui, quand on regarde un peu tous ces vols, la Mali, France, etc., ces 3 vols, environ 7 ou combien de vols par semaine, etc., quand vous regardez s'il y a une société nationale viable qui arrive à se mettre en place, vous voyez le gain que ça fait, le gain économique que ça fait en matière de création d'emplois, en matière de revenus, beaucoup de choses, fiscalité, beaucoup d'autres choses. Donc, aujourd'hui, les autorités actuelles sont engagées dans un processus de révision de notre base de développement réel, de notre approche de développement réel. Et donc, le fait de faire gagner le temps, pour dire que le dossier est en instance, en train d'analyser, etc., tout ça, c'est pour retarder et éventuellement voir est-ce que maintenant la faisabilité des différentes initiatives qui sont en cours. Monsieur C, si l'intention d'avoir une société aérienne malienne est passée par là, certainement. Bon, c'est une excellente chose et il faut peut-être même le faire avec nos 2 pays voisins que sont le Burkina et le Niger pour être plus efficient. Mais comme je dis aussi, il y a déjà des vols qui vont vers la France. Je pense que la décision est d'abord politique. Elle est surtout politique. C'est un message aussi, parce qu'il l'a dit, c'est 7 vols par semaine, et on sait que ça rapporte assez d'argent. Donc, qui a le plus à perdre? Est-ce qu'en réalité, c'est le Mali? Je ne pense pas, parce que les gens continuent à voyager. Donc, il faudra analyser ces différents paramètres. Et pour revenir sur l'ancien directeur, moi, je suis d'avis aussi qu'il faut peut-être laisser le bénéfice du doute et on lui souhaiter bon vent pour la suite. Mais je ne pense pas, je peux me tromper, que l'État, dans ce cas-là, ait besoin de le limoger. C'est-à-dire que l'État, même s'il avait pris une décision sur instruction de l'État, dans l'état actuel des choses, l'État peut très bien dire finalement non. Donc si vous voyez qu'il y avait... Tout en laissant le directeur à son poste. Bien sûr, ils n'ont pas besoin de le limoger pour faire plaisir à qui? Il n'y a pas de nécessité. Maintenant, s'il y a eu ce limogeage, peut-être qu'il y a d'autres choses au niveau de la communication où il y a eu des petits impairs. Bon, ça n'enlève rien à la valeur de l'homme. Et comme il l'a dit, l'erreur est humaine. Maintenant, il faudra voir par la suite ce qui peut en advenir, quoi. Soumano? Oui, bon, je suis d'accord. Je me dis, en tout cas, moi, tel que je connais particulièrement le directeur, je sais que difficilement, il peut se faire plaisir, très difficilement, et commettre une erreur comme ça. Mais bon, il y a peut-être des éléments que nous, on n'a pas, mais comme on le dit, moi, en tout cas, je serai à la place des autorités, je n'allais pas aussi limoger. J'allais peut-être annuler et puis m'arrêter là. Ça, c'est mon... Si je devais agir, je devais agir de la sorte. Et maintenant, pour revenir là, pour moi, aujourd'hui, la création d'une compagnie, moi, je serais très fier parce que je suis un ancien... Je suis enfant d'un ancien travailleur de Air Mali. Donc, ça fait notre fierté de voir toujours que le Mali puisse avoir sa propre compagnie. Et imaginez si ceux qui voyagent, vous verrez toutes les compagnies que vous prenez, que ce soit la RAM, que ce soit éthiopienne, que ce soit turkish, mais les 80% des passagers, c'est des Maliens sur les destinations. Donc, ça veut dire qu'il y a un marché potentiel pour cette future compagnie. Et autre chose que je voudrais dire, en fait, notons que l'autorisation aussi, ceux qui parlent de questions politiques, moi je dirais que même c'est technique. Pourquoi? Parce que le fait de donner une autorisation, c'est un pouvoir discrétionnaire. Il faut que les gens comprennent cela. On n'a pas besoin de rendre compte du refus de donner l'autorisation. Ça dépend. C'est comme on a vu par le passé au Mali, il y a eu des banques qui ont dû attendre 10 ans
avant qu'ils aient leur autorisation. Vous voyez, donc, chaque fois que dans l'exercice d'une activité économique et que l'État doit intervenir pour pouvoir donner l'agrément, ça relève de son pouvoir discrétionnaire. Ça, c'est dans tous les pays du monde. Donc, si on fait cette analyse, cette lecture, donc moi, je ne vais pas politiser le dossier, mais je vais plutôt le mettre dans un cadre technique, en disant que l'État est en train, de ce point de vue-là, de faire jouer toute sa souveraineté. D'accord. Ciblés par certains groupes armés terroristes, les éléments Fama et Gacha qui étaient à Kidal pour le compte du bataillon de l'armée reconstituée ont finalement quitté leur camp à Kidal. Les conditions d'évacuation en tout cas de ces forces-là, Fama, Gacha, n'ont pas été du goût du ministre des Affaires étrangères du Mali, Abdoulaye Diop, et il l'a fait savoir à la faveur d'une rencontre qu'il a eue cette semaine avec certains diplomates accrédités au Mali. Monsieur le maire, votre regard? Bon, en fait, moi je dis très honnêtement que c'est un non-événement. C'est vraiment un non-événement, c'est juste pour laver la fronde d'un fils et qu'ils ont dû recourir à ce système. Sinon, le Baftar est là-bas dans le cadre du MOC, et le MOC aussi, comme on le sait, c'est dans le cadre des accords de pays sud pour ceci d'Alger. Et ça devrait être assuré, leur sécurité devrait être assurée par l'aménagement. Si l'aménagement même chargé d'assurer leur sécurité les livre à la CEMA, moi je crois que c'est vraiment un non-événement. Et c'est constitué d'une partie des forces armées maliennes, mais aussi une partie des mouvements armés qui constituent Baftar. Aujourd'hui, pour moi, très honnêtement, c'est un non-événement. Et je ne classe pas ça dans le cadre d'une défaite des femmes, mais très honnêtement, un non-événement. Et ça montre encore que les autorités maliennes ont toujours eu à douter de l'aménagement. Ça rentre dans cette droite ligne-là. Et si l'aménagement elle-même chargée d'assurer la sécurité les livre à la CEMA, et je crois qu'il devrait avoir honte demain aujourd'hui. Professeur, le ministre Diop n'a pas apprécié les conditions d'évacuation des Fama et Gacha qui, en tout cas, faisaient partie de ce bataillon à Kidal. Oui, si je me réfère un peu à ce que j'ai vu comme élément de communiqué, de langage, j'ai vu qu'il a mis l'accent un peu sur un déficit de communication, je peux me tromper, un déficit de communication dès qu'il serait un peu à ça. Mais quoi qu'il en soit, on peut dire que ce processus-là, à l'issue de ce processus, c'est le Mali qui perd. C'est ce qui est l'élément qui a été mis au devant, parce qu'on a des pertes de matériel, parce que nous avons nos forces armées qui y étaient avec des véhicules, d'autres matériels. Maintenant, si nous devons revenir, nos éléments devraient revenir au niveau des camps sous le contrôle de l'aménagement ou bien sous le contrôle des forces armées, faudrait-il que les équipements avec lesquels ils ont été, qu'ils reviennent avec ces équipements. Maintenant, s'il y a un problème de déficit de communication, de telle sorte que ces équipements sont restés entre les mains de la partie adverse, des forces adverse, c'est là le problème. Et je crois que c'est ce qui est un peu choqué. Et là, c'est ce que je ne comprends pas, parce que quand on regarde un peu dans la mission historique, n'est-ce pas, de l'aménagement, dans le cadre de la mise sur pied des Baftar, là, l'aménagement avait pour responsabilité d'assurer leur sécurité. Et donc, si vous devez assurer la sécurité, ça veut dire assurer la sécurité de quelqu'un, vous devez assurer sa sécurité physique et également des équipements qui en sa possession. Maintenant, si vous devez vous retirer, donc vous devez prendre les dispositions nécessaires pour permettre aussi à ce que ces éléments, s'ils doivent quitter le camp, forcément, il faudrait qu'un couloir soit mis en place. Aussi. Donc, je m'associe aussi aux recommandations, n'est-ce pas, du ministre Diop à l'endroit de l'aménagement pour dire que vraiment, c'est pas du goût des Maliens et qu'on aurait souhaité que nos forces armées, même s'ils devaient se replier, qu'ils replient à Amérique. Parce que le problème, c'est que le repli était une obligation de mon point de vue. Le repli était une obligation. Parce que vous imaginez le camp en question qui est à Kidal. Et que ceux que nous sommes en train de combattre occupent majoritairement Kidal pour le moment, avant que nos forces armées n'y prennent pied. Oui. Et donc, du coup, dans le camp, il y a les militaires, il y a la plateforme, et il y a les gens de la CEMA et d'autres forces qui y sont. Ça voudrait dire quoi? Déjà, nos éléments sont dans une zone hostile. Donc, l'idéal, le fait de se retirer, pour moi, était un impératif pour essayer d'harmoniser les positions de combat avant d'avancer. Mais le piège, c'est que nos gens se sont repliés en laissant des équipements, donc en donnant plus de force encore à la partie adverse pour nous affronter. Monsieur Sey, on a eu l'impression que le ministre Diop a essayé de mettre en exergue une sorte de connivence entre l'aménagement et certains groupes armés. Bon, c'est une partie
d'échec diplomatique, parce que quand vous allez regarder, la CMA a également fait un communiqué par rapport à un certain nombre de choses. Donc le Mali est obligé de réagir. Les Nations Unies ont fait aussi un communiqué aujourd'hui. Donc je comprends et je pense que la posture est logique, mais il aurait été difficile, à mon avis, que nos troupes puissent se déplacer aussi rapidement qu'elles l'ont fait si elles devaient le faire avec les équipements. Et sachant que le torchon brûle déjà actuellement avec la CMA, même si au niveau de la plateforme c'est un peu plus tempéré, on a vu ce qui s'est passé à Ber, on a vu ce qui s'est passé à Léré, on a vu un certain nombre de choses qui sont en train de se préparer. Et on a vu également que le fait qu'on soit normalement dans la reprise de tous les camps de la MINUSMA va faire basculer la guerre dans un camp ou dans un autre. Et en principe, ça devrait être dans le camp de ceux qui détiennent ces camps-là. On va espérer quand même trouver une solution amiable, bien sûr discuter, il y a un accord de la paix, le relire, etc. Mais on discute plus facilement lorsqu'on a une puissance de frappe qui est présente et lorsqu'on sait clairement qui sont les personnes en face. On ne peut pas comprendre que lorsqu'il y a eu la prise de Ber, le Mali se fasse attaquer de manière coordonnée par la CMA et par les terroristes, comme si c'était pas le mot. On ne peut pas comprendre que la MINUSMA elle-même dise qu'ils ont des preuves de lien entre la CMA et certains groupes terroristes. On ne peut pas comprendre non plus que la CMA ait soi-disant des traités de cessez-le-feu avec certains groupes terroristes. Donc, en réalité, qu'est-ce qui se passe? Contre qui l'armée se bat? Et au-delà des camps, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a aussi des postes avancés. Ça aussi, c'est un enjeu très important, notamment dans la zone de Kidal. Je pense qu'il y a 2 postes avancés. Et ces 2 postes avancés, pour l'instant, sont sous contrôle de la CMA. Pour l'instant. Et c'est des choses qui doivent aussi revenir à l'armée, parce que quand on entend la CMA d'un côté en disant pourquoi l'État n'est pas nous, c'est parce que lorsqu'il y a eu l'accord de siège entre le gouvernement du Mali et la MINUSMA, ce qui était prévu, c'est que toutes ces emprises reviennent au gouvernement et à l'État du Mali. Donc il n'y a pas de débat. Toutes les emprises doivent revenir à l'État du Mali, que ça les plaise ou que ça ne les plaise pas. C'est ce qui est prévu. Mais est-ce que ce principe n'a pas pris un coup dans le cas d'espèce? Oui et non. Quand on sait que la MINUSMA avait la charge de sécuriser ce camp de l'armée reconstitué. Oui et non. En fait, ça a pris un petit coup parce que justement, il y a une pression qui est en train d'être faite de l'autre côté et qui est une pression diplomatique aussi. C'est pour ça que c'est bien que le ministre réponde comme ça pour qu'il comprenne qu'il y a les 2 côtés, quoi. Monsieur Soumano, comment vous réagissez à cette réaction du ministre Abdoulaye Diop qui n'a pas forcément porté de gants pour, en tout cas, exprimer son mécontentement? Moi, je l'apprécie énormément chaque fois qu'il adopte cette posture. C'est-à-dire, bien qu'étant diplomate, mais quand le ministre Diop décide... Il vous arrive de ne pas... Non, je dis particulièrement. D'accord. Je l'apprécie, de façon particulière. Oui. Chaque fois qu'il n'utilise pas la langue de bois et qu'il ne va pas avec le dos de la cuillère, toute chose qui est contraire à des agissements d'un diplomate. Mais lui, chaque fois qu'il est dans cette posture, je suis content parce que tous les éléments qui sortent, il a des preuves. Et donc, pour ce faire, je voyais, il a même convoqué les diplomates accrédité ici, il a fait le point. Moi, je pense que M. Diop est dans son rôle, le ministre Diop est dans son rôle, et à ce stade, il faut qu'on fasse extrêmement attention, comme il l'a dit. Il faut pas, tous les détails sont importants, il faut analyser. Parce qu'aujourd'hui, on est dans une phase où la rétrocession du camp de Kidal est à l'horizon, pointe à l'horizon, mais nous avions déjà des acquis qu'on remet en cause. Ça veut dire que il y a des intentions des intentions va-t-en-guerre qui animeraient d'autres parties. Donc moi, de mon point de vue, je pense que, franchement, moi, sur ce coup, je lui reproche rien et je suis parfaitement, je m'aligne sur sa décision, en fait. Ok.
Monsieur le maire, on a quand même enregistré une marche à Kidal cette semaine, une marche contre, disent-ils, la présence des femmes, entre guillemets, du Wagner dans la zone de Kidal. Ouais, bah, en réalité, au niveau de Kidal, on est en train d'employer tous les moyens pour que Kidal ne soit pas rétrocédé au Mali. Et maintenant, la CEMA militaire a échoué. On utilise la CEMA politique maintenant pour ces marches-là, parce que la CEMA militaire a échoué, franchement. Donc maintenant, il faut utiliser maintenant la population pour vraiment attirer l'attention des Nations Unies pour que Kidal ne soit pas rétrocédé au Mali. C'est juste dans cette objectif. Quand on s'en tient aux images, on a vu que ce n'est pas un appel qui a été suffisamment, en tout cas, entendu par cette population de cette région. Non, tout à fait. Oui, ça n'a pas été suivi, effectivement. Ça n'a pas été du tout suivi. Mais je dis très souvent, la CEMA politique maintenant, ils sont en train d'utiliser politiquement Kidal pour que Kidal ne tombe pas entre les mains du Mali. Mais ça se fera de toutes les façons. Et aujourd'hui, demain, je crois que Tessalit sera rétrocédé. Mais il paraît qu'il y a des postes avancés déjà de l'aménagement que l'aménagement a cédé pour la CEMA. C'est sûr qu'aussi, comme en EFIS, ces points avancés aussi seront combattus demain ou après-demain. Et l'armée sera Tessalit après-demain, dans les 3 jours qui viennent. Il n'y a rien à faire. Kidal, ça peut durer dans le temps, mais Kidal sera rétrocédé au Mali. Les Nations Unies n'ont même pas de choix pour ça. Nous parlons toujours de Kidal. Oui, mais je voudrais revenir sur... Il faut que les Maliens comprennent une chose, au fait. Et le fait qu'on ait empêché nos forces armées reconstruites de revenir avec les équipements, ce n'est pas un processus nouveau, c'est la continuité. Imaginez, depuis... D'abord, le fait de décider que les camps seront rétrocédés au Mali, ce n'est pas une négociation. C'était un dialogue entre le Mali et les Nations Unies. Et donc, du coup, il y a une partie prenante qui n'a pas été associée. Donc, qui s'est sentie lésée. Donc, elle ne va pas laisser... Du coup, déjà, vous avez vu les attaques des Bers vers Bourem, à Léré. Tout ça, c'était pour empêcher à ce que ces différents camps soient rétrocédés et que l'armée malienne puisse prendre pied dans les différents camps. Maintenant, vu la dispersion des forces maliennes, là-bas, ça n'a pas été facile au niveau de Léré, Bourem et l'autre là, le camp Verber, etc. Le Mali a pris le dessus. Maintenant, imaginez, leur dernier retranchement, c'est où? Ce n'est qu'il a le dernier retranchement. Et donc, ils feront tous les postes avancés de l'aménagement qui permettraient à l'aménagement de se protéger elle-même dans son camp et d'également protéger l'autre. Ils ne vont pas laisser à ce qu'on puisse livrer ça comme ça. Mais imaginez le contexte de l'aménagement qui est engagé dans un processus de retrait. Donc, il est difficile pour l'aménagement, dans un processus de retrait, en même temps assurer la sécurité comme on l'aurait souhaité, comme cela a été convenu dans le cadre d'un accord entre le Mali et les Nations Unies. Donc, il faudrait qu'on comprenne cela dans ce processus. Et maintenant, il revient à nos autorités, à nos forces de défense, de prendre toutes les dispositions comme ils ont combattu au niveau de Léré, comme ils ont combattu au niveau de Berme, au niveau de Bourem, des différents points, à Ber, etc., de s'apprêter au combat pour libérer les différentes emprises. Maintenant, venons-en par rapport à la manifestation de Kidal. Oui. Vous savez, actuellement, c'est vrai, il ne devait pas avoir beaucoup de personnes, parce que d'abord, beaucoup de personnes ont fui Kidal. Beaucoup ont quitté Kidal. Et également, l'issue des différents combats à Ber et les différents affrontements vers Anefis, etc., avec les pertes en humaines, les populations au niveau de Kidal, beaucoup ont commencé à perdre confiance à ces gens. Et même les combattants, beaucoup, dans leur subconscient, savent que l'armée malienne va prendre pied à Kidal. Donc, du coup, il faut savoir se camoufler. Donc, moi, j'explique que cette faible mobilisation, n'est-ce pas? D'abord, il y a une perte de confiance en leur sein. Aussi, il y a une stratégie de camouflage. Parce que je sais que l'armée malienne va venir. Je préfère ne pas étaler mon identité au grand jour. Parce que quand il va venir les porte à porte, qu'on va faire, etc., pour essayer de voir qui détient, qui ne détient pas, etc. Donc, tout cela rentre dans ce cadre, quoi. Monsieur Sey, comment vous comprenez cette manifestation qui a eu lieu cette semaine à Kidal contre l'arrivée des forces armées maliennes? Bon, comme vous l'avez dit, elle n'a pas eu beaucoup de succès. Et comme je l'ai dit un peu plus tôt, c'est vraiment un jeu d'échecs parce que, en réalité, la déclaration du ministre des Affaires étrangères aide la MINUSMA dans ce qu'elle est en train de faire. Parce que, comme je le dis également, la CMA était en train de faire beaucoup de reproches, effectivement, en disant, bon, nous aussi, on est une partie à l'accord d'Alger qui n'est pas complètement établi. Il y a eu des cessez-le-feu en 2014, mais, sans parler des cas où il y a eu des violations de l'autre côté, sans parler des efforts qui ont été faits par l'État, notamment dans le cadre du DDR, du nombre de personnes qui ont été intégrées. On parle de plus de 13 000 personnes sur 26 000 prévues au départ. Sans parler du fait que certaines personnes et autorités de la CMA ont participé
à des gouvernements où ils sont encore, ont participé à l'instrument législatif de l'État qui est le CNT. Et ce qui est que je trouve un peu étrange, c'est que dès qu'on intègre un membre de ces groupes dans une machine de l'État, dès que ça chauffe un peu, ils disent non, lui, on ne le reconnaît plus. Donc, si vraiment vous voulez nous intégrer, prenez quelqu'un d'autre. Bon, l'État, ce n'est pas des enfants non plus. Donc, au bout d'un moment, ils sont obligés de prendre leurs responsabilités. Et le jeu a changé parce qu'avant, on avait 5 bases arrière pour la CMA. Tu avais le Niger, tu avais le Burkina, tu avais la Mauritanie, tu avais l'Algérie et tu avais dans une moindre mesure le Tchad. Mais au jour d'aujourd'hui, le Niger s'est bloqué. Le Burkina s'est bloqué. Le Niger s'est bloqué. Le Tchad est en train de bloquer. La Mauritanie, on a invité pour qu'ils viennent, qu'on discute, pour que les choses soient claires. L'Algérie est censée être le médiateur, même si l'Algérie, c'est l'Algérie, mais ça limite déjà beaucoup de champs et beaucoup de possibilités. Si l'armée arrive aujourd'hui à récupérer Kidal, il n'y a plus de guerre. Il faudra quand même s'asseoir, parce qu'il y aura toujours des velléités, s'asseoir, discuter avec eux, leur faire comprendre que, bien qu'ils ne soient pas les groupes majoritaires, parce que ça par contre c'est connu, on a eu un contrat qu'on a signé presque le couteau sous la gorge, parce qu'on avait peur de voir l'État tomber dans un schéma. On a vu des amis qui étaient, en tout cas des gens qu'on pensait amis, qui nous ont poussés à aller dans ce sens-là. Donc, en droit de contrat, on se demande même si notre consentement n'était pas vicié. Oui. Et ces gens, on se sont rendu compte après que c'était nos premiers ennemis dans cette guerre. Donc, il y a beaucoup de choses à revoir. Mais on reste des Maliens. Il faut qu'on discute entre Maliens, qu'on trouve un moyen de relire certaines parties de l'accord, qu'on fasse cette décentralisation poussée, mais le fait que l'armée régionale doit venir au contrôle de la région, ça ne sera pas possible. Si on est d'accord sur les grandes lignes, je pense qu'on pourra avancer. Monsieur Soumano, une manifestation a eu lieu cette semaine à Kidal contre l'arrivée des femmes. Oui, mais c'est les délais soubresauts. Hein. C'est comme quand on égorge un coq, qu'on le lâche, il fait ses délais soubresauts avant de rendre l'âme. Bon, moi j'estime qu'aujourd'hui, tout le monde comprend que nos autorités militaires sont décidées, avec l'appui de ceux qui sont au pouvoir. Reprendre Kidal, c'est très symbolique. Et moi aujourd'hui, si on peut l'avoir sans qu'il y ait des combats, ça c'est ce qu'on sait tous, c'est qu'aujourd'hui, comme on l'a dit, on peut s'asseoir, discuter, parce que tout ce que les gens de la CEMA posent, c'est une question de développement. Donc aujourd'hui, si réellement on peut aller à la table de négociation pour pouvoir éviter un bain de sang, ça, on peut envisager cela. Mais en revanche, il ne faut pas que Kidal, les gens de Kidal, les gens de la CEMA pensent que cela ne sera pas, la ville ne sera pas reprise. Et je pense que tout Malien sera fier d'assister à cette reprise de Kidal qui a fait par le passé, on avait tous, souvent ça faisait mal au cœur de voir qu'on ne pouvait pas aller à Kidal, notamment les autorités. Et donc, si cette situation est en train de se décanter, je pense qu'on ne peut qu'être solidaire de cela. Mais encore une fois, je dis, si cette reprise peut intervenir sans qu'il y ait combat, vivement, le cas contraire, maintenant, ceux qui vont empêcher cela vont apprendre à leur dépens. La bande de Gaza, nous sommes en Palestine déjà, sous les bombes et les tirs de fusils nourris d'Israël déjà, après cette incursion du Hamas sur le territoire israélien qui a fait, si vous voulez, des centaines de milliers de morts, si vous voulez. Quelle lecture faites-vous de cette reprise des hostilités entre l'Israël et la Palestine? Oui, juste avant de répondre à cette question, par rapport aux armes qui ont été laissées entre les mains de la CEMA, moi je ne me fais aucune inquiétude. En réalité, en stratégie militaire, on ne laisse pas volontairement ces armes entre les mains de l'ennemi. Je sais que nos forces armées, le Bafta savait très bien qu'il allait partir sans les armes. Je sais qu'il a dû recevoir des consignes des autorités. Il y a deux hypothèses, soit on les détruit, soit on les rend inutilisables. Mais on peut voir les détruire au risque qu'il passe. Il fallait utiliser des explosifs, il fallait utiliser des grenades. Dans ce contexte, ce n'était pas approprié. Mais je sais que ces armes qui ont été laissées entre les mains de la CEMA seront inutilisables par la volonté des autorités. Je ne me fais aucune inquiétude par rapport à ça. Maintenant, pour revenir à la guerre, je rappelle, c'est une guerre classique
entre la Palestine et Israël. Et voilà deux régions, enfin 2 pays en réalité qui ont intérêt aujourd'hui à s'entendre une bonne fois pour toutes. Et aujourd'hui, la Palestine effectivement a fait une incursion sur le territoire israélien. Et je crois que c'est une incursion, une attaque qui a été préparée de longue date, très méthodique et qui a été vraiment, je crois que le Mossad n'a rien vu venir, les services de renseignement israéliens cette fois-ci n'ont rien vu venir, près de 4000 morts en une seule attaque. Je crois que c'est une attaque qui a été préparée de longue date. Il fallait s'attendre à la riposte israélienne, tout le monde le sait. On est à plus de 1000 morts. Hein, voilà. Israël, c'est eux pour eux, dent pour dent. C'est ce qu'Israël ne va pas jamais laisser sans punir cette attaque-là, mais peut-être les méthodes seront disproportionnées. Israël va utiliser les grandes méthodes, peut-être pour pouvoir même utiliser, occuper le territoire de Gaza aux dépens des Palestiniens. La guerre sera longue. Monsieur Yatara, quand on écoute un peu les médias occidentaux, on a l'impression que la rhétorique officielle est la suivante, hein, condamner les Hamas et peut-être fermer les yeux sur les agissements d'Israël. Le Conseil de sécurité ne va jamais condamner Israël par rapport à ça. Mais toujours c'est les Hamas et les Palestiniens qui seront condamnés par les Nations Unies. C'est classique. C'est classique. Israël a été combien de fois condamné par le Conseil de sécurité des Nations Unies, mais les États-Unis se sont toujours opposés. Donc il ne faut même pas s'attendre à ça. Mais la guerre sera longue encore. Il y aura beaucoup de victimes. Mais nous souhaitons vraiment aujourd'hui que la Palestine vraiment soit un pays aujourd'hui en paix avec l'Israël. C'est mon plus grand souhait. Les Gazaouis victimes d'une punition collective finalement? Bon, d'une injustice internationale. Parce que depuis 1948, avec l'implantation de l'État d'Israël qui était dans sa petite portion congrue et qui petit à petit a grignoté, aujourd'hui c'est la Palestine qui se trouve dans sa portion congrue. Aujourd'hui, tous les droits de la guerre aujourd'hui sont en général violés par l'État d'Israël sans que cela ne soit condamné par les Nations Unies. Vous savez, c'est un peu cette injustice-là, États-Unis, Israël et puis le monde occidental. N'est-ce pas? Donc quand vous êtes de leur côté, et surtout depuis, je ne sais pas, avec le nazisme, avec la Deuxième Guerre mondiale, etc., la Shoah, comme ils ont l'habitude de le dire, et donc l'Israël est devenu maintenant comme le bébé de tous. Avec l'Israël, tout est permis, mais on ne peut rien contre l'Israël. Donc tant que cette injustice, n'est-ce pas, continuera à demeurer, et moi je vois que la Palestine sera toujours la poudrière du monde. C'est-à-dire on ne sait pas quand est-ce qu'elle va... Vous condamnez déjà l'action du Hamas? Dans sa forme, quand on tue un enfant, etc., personne ne peut apprécier. Mais seulement se mettre à condamner seulement en ne pensant pas aux causes lointaines, là aussi c'est une mauvaise appréciation, une mauvaise lecture. Parce que si je me mets à la place des Palestiniens, je ferais pire. Je ferais pire, ça c'est clair. Donc si je ferais pire en tant que Palestinien, si j'étais Palestinien, donc si je comprends, même si je condamne. Et aussi, maintenant, les mesures de rétorsion de l'État d'Israël vis-à-vis du peuple gazaoui actuellement, aussi c'est une injustice qui ne dit pas son nom. Vous imaginez, souvent, chaque jour, c'est un enfant palestinien qu'on tue, ou bien une vieille dame qu'on tue par-ci, par-là. Mais quelle loi demande ça? Moi, je vois, tant qu'on ne résoudra pas le problème palestinien, la Palestine sera toujours la poudrière du monde. Je ne sais pas quand est-ce qu'elle va imploser, mais le monde implosera à partir de là. Parce que c'est une injustice internationale contre un peuple. C'est pourquoi aujourd'hui même, et cette crise aussi, il ne faut pas l'exclure du renouveau du contexte géopolitique international. Vous voyez déjà les déclarations, même quand ce ne sont pas les déclarations de va-t-en-guerre, quand vous voyez un peu les déclarations de la Russie qui demande automatiquement, il faut 2 États côte à côte, les déclarations de l'Iran et d'autres pays, la Ligue arabe, hein, la Ligue arabe, tout ça qui demande, etc. Peut-être qu'ils ne sont pas tous au front en train de tirer les armes, mais il y a beaucoup de mains invisibles qui sont derrière cette affaire-là, parce qu'aujourd'hui, le combat, c'est affaiblir le monde occidental pour l'émergence d'un monde multipolaire. Monsieur Sey, les Gazaouis ont été, en tout cas, sommés, les 2 millions de Gazaouis ont été sommés de quitter la ville pour, en tout cas, échapper aux effets des bombes israéliennes. En fait, j'ai bien aimé l'expression qu'il a utilisée quand il parle d'injustice internationale, parce que c'est devenu même une habitude internationale. C'est-à-dire que depuis qu'effectivement il y a eu ce qu'il y a eu pendant la Deuxième Guerre mondiale, Eisenhower et l'État d'Israël, qui n'était pas encore un État, notamment les Juifs, il fallait trouver un moyen de les dédommager. Et pour les dédommager, on ne peut pas dédommager simplement une ethnie ou une religion. Il faut bien qu'ils aient un espace. Donc il y a beaucoup de choses qui se sont passées. Il y a
des paiements qui se font encore aujourd'hui par l'Allemagne et par la France par rapport à la Shoah. Et c'est un peu dans la même ligne. Les États-Unis, c'est pareil. Vous allez trouver que le président de la Réserve fédérale aux États-Unis, c'est un juif. Donc, c'est une affaire assez tendue. Maintenant, quand on regarde les agissements du Hamas, on ne doit pas regarder que les agissements du Hamas et on ne doit pas le regarder qu'à partir d'aujourd'hui. C'est plutôt le contraire, c'est eux qui sont en train de réagir. Peut-être pour la gouverne de nos téléspectateurs, le Hamas, c'est le mouvement islamique, le mouvement de résistance islamique, n'est-ce pas? Il y a, oui, qui est aussi un mouvement politique, attention. Oui. Et en fait, on a deux guerres. Il y en a qui pensent que d'abord que c'est une guerre religieuse, mais en réalité, ce n'est pas tout à fait ça. C'est plus une guerre de territoire. Oui. Mais forcément, comme vous avez deux blocs de deux religions différentes qui s'opposent, chacun est obligé plus ou moins de prendre parti en disant ça c'est les musulmans, on va les aider, et tous les autres vont dire oui mais c'est pas parce que c'est les musulmans, nous tous on va aider aussi ces gens-là. Il y a beaucoup de choses qui font qu'on est dans un combat qui va pas normalement se finir maintenant, normalement. On espère pareil, comme pour tout le monde, qu'ils vont trouver une entente, un accord, etc. Mais pour que vous ayez un ordre d'idée, il faut savoir qu'ils ont, par exemple, comme on le faisait à l'apartheid, des routes pour les Juifs et des routes pour les Arabes, pour les autres. D'accord. C'est un peu compliqué. Monsieur Soumano, on a entendu le ministre de la Défense israélien traiter les Gazaouis d'animaux. Est-ce qu'il y a lieu de craindre déjà une catastrophe dans cette ville palestinienne? Oui, aujourd'hui, moi je vais faire une énologie sur ce plateau. Moi j'estime qu'il y a une non-assistance d'une minorité ethnique en danger. Si lui parle d'injustice internationale, moi je parle de non-assistance d'une minorité ethnique en danger. Parce que ce que vous dites, c'est des menaces très graves. À l'attention d'une minorité, je prendrai ainsi, mais où le droit international reste sans rien faire. Et ça, de mon point de vue, c'est assez écœurant. Et j'estime qu'aujourd'hui, en voulant chercher à connaître les causes de cette crise et comment les résoudre, je pense qu'on peut faire une synthèse là-dessus. Le doctorat, on ne pourra pas. Parce que vous voyez, toutes les grandes puissances se sont essayées et ont finalement laissé. Donc ce qu'on peut faire, c'est vivement que le bon Dieu puisse amener la paix de cœur et la paix de l'esprit. Parce que sans ça, aujourd'hui, la résolution du problème dépasse les compétences de tous ceux qui se sont essayés. En espérant aujourd'hui que les gens vont venir à la raison, parce qu'il y a tellement de rancœur, il y a tellement de revanche, c'est très difficile que juste le dialogue à ce stade puisse mettre fin au crépitement des armes. Monsieur le maire, un dernier mot là-dessus. Bon, je crois que cette guerre, j'appelle ça une guerre à l'autodétermination, a trop duré. Et elle a trop duré. Je crois qu'il va falloir aujourd'hui que la communauté internationale fasse pression sur elle-même pour vraiment rendre justice à la Palestine, afin que les deux États puissent vivre côte à côte dans la paix. C'est mon plus grand souhait. Ok, et voilà, vous avez parlé tout à l'heure là, et c'est qu'au niveau de la Palestine, là, il y a presque deux grands mouvements. On peut parler de l'OLP à la tête... Le Fatah et le Hamas. Voilà. Donc, ensuite, l'OLP à la tête duquel Yasser Arafat était, maintenant Mahmoud Abbas. Aujourd'hui, eux, ils reconnaissent un peu l'existence de l'État d'Israël après des rapides négociations avec l'Occidentaux. Mais cependant, le Hamas... Et c'est avec l'OLP que la communauté internationale traite. Bien sûr, et le Hamas est proche des frères musulmans, oui, n'est-ce pas, de Morsi, etc. Tout ça. Et ils renient l'existence d'Israël. Donc déjà, vous voyez, maintenant, eux, ils négocient avec ceux qui pensaient être souples. Maintenant, moi, franchement, en toute objectivité, moi, je me dis la solution, c'est la solution de la guerre. Je ne vois pas les parties prenantes, dans quelle mesure les parties prenantes vont accepter une négociation. Mais si vous prenez cette solution, quand on compare l'Israël à la Palestine, il n'y a pas photo sur le plan militaire, professeur. Je suis d'accord, sauf que la partie visible, c'est le Hamas que vous voyez. Nous ne savons pas quels sont les mecs qui sont derrière pour le moment. Vous savez, ça peut exploser à tout moment. Quand vous prenez le front nord, non, vers le Liban, il y a où le Hezbollah. Un pays comme les États-Unis, quand même, derrière l'Israël aussi. Mais est-ce que vous connaissez la chaîne? L'Europe également. Mais vous connaissez la chaîne? Ils se sont retrouvés récemment en Ukraine. Hein? Ils se sont retrouvés récemment en Ukraine. Il y a aussi un champ qui est vers la Taïwan, la Chine et les États-Unis. Taïwan, c'est bien Taïwan, je crois. Taïwan, etc. Donc actuellement, il y a des zones. C'est comme le Sahel, actuellement, notre espace ici, c'est un champ d'affrontement. Parce que moi, je ne vois pas aujourd'hui, vu, n'est-ce pas, le fossé qui existe entre les différentes parties prenantes.
Je ne vois pas l'Iran, quand vous prenez comme ça l'Iran qui est un élément clé au allié de la Russie, l'Iran qui renie l'existence de la Palestine. Les États-Unis, coûte que coûte, tout ce que l'Israël fait, les États-Unis cautionnent. Et regardez récemment... L'Iran qui renie l'existence d'Israël ou de la Palestine? Non, de l'Israël, je veux dire. Regardez récemment, il y a eu des tentatives de marche au niveau de la France. Et qu'est-ce qu'ils ont dit? Le gouvernement a dit quoi? Ils veulent réprimer toute manifestation de soutien, n'est-ce pas, à la Palestine. Donc on veut faire taire toute voix dissidente de soutien. Donc déjà quand des gens sont engagés dans des postures comme ça, d'accord, où il n'y a pas de dialogue, vous voyez ce que ça fait. Monsieur C. En fait, moi j'espère que il y aura une autre solution que la guerre. Parce que quelle que soit la durée de la guerre, au bout d'un moment il faut s'asseoir pour discuter. À l'issue, bien sûr. On sait que Netanyahou est un extrémiste. Ce que le ministre de la Défense droite, voilà, et ce que le ministre de la Défense actuel a dit, Kadhafi, pour moins que ça, en parlant de son même peuple, on lui a déclaré une guerre. Donc il faut aussi mesurer toutes ces choses-là, analyser le contexte géopolitique, parce que si ça continue, on a un risque de guerre mondiale. Parce que si la Russie, la Chine et l'Arabie Saoudite décident de se positionner pro-Palestine, et que de l'autre côté, pour Israël, tu as la France, les États-Unis et une partie de l'Europe, tu as une réplique de la guerre mondiale. Espérons que cela n'arrive pas et qu'on arrive à un dénouement heureux. Soumaro? Je prends la paix. La paix et amour. Voilà. Et pas surtout de guerre. Ainsi prend fin ce numéro de votre émission Regard Croisé qui recevait comme invité Monsieur Abdallah Yatara. Il est conseiller communal au niveau de la commune 4 du district de Bamako. Monsieur Hassan Sey, juriste, Chakmar Soumano, coordinateur du baromètre, et le professeur Abdul Karim Djamoutene, professeur d'enseignement supérieur. Merci à vous de nous avoir suivis et à un autre numéro de cette émission Regard Croisé. Au revoir.